On a le plaisir d'accueillir Tom Booth, qui va nous parler de son projet un peu fou, qui s'appelle La Louve. Et je lui laisse tout de suite la parole. Ça marche. OK. Bonjour. Ça marche le micro? OK. Donc, on monte ce qu'on appelle un supermarché coopératif et participatif à Paris. Mais en fait, c'est basé sur un projet qui existe déjà à New York, qui s'appelle le Park Slope Food Co-op. Et donc, pour ce genre de présentation, ce que je fais normalement, je vais vous montrer un peu comment ça marche là-bas, où ça existe depuis 40 ans. Et après, au lieu de faire comme je suis, que vous êtes peut-être habitué à faire des présentations après, on va passer tout de suite aux questions qui ont été posées par l'équipe de Creative Mornings. Je trouve plus vivant, donc on va faire comme ça. Changer un tout petit peu le format. Voilà. Merci beaucoup. Donc là, d'abord, on passe le vidéo pour comment ça fonctionne à New York. Après, je vais parler 2 minutes sur ce qui se passe à Paris et après, on passe aux questions. Voilà. I think the line can start moving up now. Thank you. Can I ask you a question? What do you do for a living? I'm an elementary school teacher. So angry by the time I got home. So mad at myself. You know? What do you do for a living? I'm a social worker. Yeah. Et voici le Park Slope Food Co-op, qui, tout en payant un prix plus que juste aux fermiers, propose une alimentation, beaucoup disent la meilleure à New York, à des prix incroyablement bas. Comment est-ce possible? Pour avoir le droit de faire ses courses à la coop, il faut y travailler, à titre bénévole, 2h45 par mois. À l'époque où Park Slope était fondé, dans les années 70, de telles petites coopératives étaient nombreuses, mais celle-ci est rare en qu'elle a gardé son obligation de travail tout au long des années 80, une période où la plupart des coopératives avaient disparu ou bien changé leurs règles pour que l'adhésion ne s'y fasse plus sur une base de travail bénévole, mais pour un droit d'inscription contribuant au capital du magasin. Aujourd'hui, en pleine crise économique, le nombre d'adhérents à Park Slope a monté en flèche pour atteindre 16 000. Et il ne peut pas aller plus haut, il n'y a plus de place. Déjà, la coopérative a racheté des bâtiments à côté, augmentant la surface de 500 à 1000 mètres carrés, mais elle ne peut plus s'agrandir. Elle est bloquée de part d'autre d'une caserne de pompiers et d'une école catholique. Aujourd'hui, il peut arriver donc qu'on fasse la queue, même avec 11 caisses opérationnelles, pendant 40 minutes. We have the next person down here, please. Et se frayer un chemin à travers le magasin nécessite qu'on fasse ce que les membres appellent la danse de la coop. On bouge, on s'arrête, on dit tous les 10 secondes « Pardon, excusez-moi, pardon ». Des contrôles minimaux ont été mis en place pour réguler le flux de nouveaux membres, et le coop accepte maintenant que ces membres puissent faire leur travail mensuel en aidant une des 6 autres coopératives alimentaires à New York qui se dépêchent à ouvrir afin de satisfaire cette demande énorme. Donc, tous les caissiers, tous les manutentionnaires sont des bénévoles. Les gens qui répondent au téléphone, ceux qui découpent et emballent les fromages, ceux qui viennent à 5h30 le matin pour réceptionner les livraisons, et ceux qui balayent à 22h30 juste après que le magasin ferme, tous font leur travail gratuitement. Au total, 75% de la main-d'œuvre à Park Slope est bénévole. C'est ce système participatif qui lui permet de proposer des prix tellement bas
pour une alimentation d'une qualité tellement bonne. Dans la plus grande chaîne des magasins bio aux États-Unis, les brocolis coûtent 5,25 € le kilo. À la coop, ils coûtent 3,25 €. Les avocats bio dans cette grande chaîne sont à 2 € la pièce. À la coop, ils coûtent 1,05 €. Ça, c'est moins cher que les avocats non bio au supermarché normal du coin. Ezekiel 4:9, des céréales bio bizarres pour le petit déjeuner qui suit fidèlement une recette qu'on trouve dans un chapitre de la Bible et qui, aux États-Unis, est très appréciée des amateurs de vie saine, qu'ils soient athées ou croyants. À la coop, elles coûtent 2,90 €. À la grande chaîne bio, elles sont à 4,55 € le paquet. Et le cream cheese de la marque Philadelphia, une espèce de fromage tartinable, un peu plastifié et loin d'être bio, mais indispensable pour beaucoup de New-Yorkais pour étaler sur leurs bagels. À la chaîne bio, 2,40 € la boîte. Au supermarché normal, 2 €. Et à la coop, 1,15 €. Ce modèle, fondé sur le travail bénévole, a un autre effet important, un surplus de main-d'œuvre. Faire ses courses à la coop est, dans une certaine manière, une expérience de luxe. Ceux qui ne sont pas les manutentionnaires ou caissiers sont, par exemple, je ne sais pas comment on appelait ce poste, la personne qui t'accompagne à pied chez toi, à ta voiture ou à ton arrêt de métro, et puis ramène ton chariot pour toi. Ou bien il y a une trentaine de personnes qui produisent mensuellement un journal qui parle des enjeux de la coop et qui aide passer le temps quand tu fais la queue et qui en fait s'appelle The Line Waiters Gazette ou, en français, la Gazette des faiseurs de queue. Il y a des pauses pour les gens qui font des choses comme organiser des concours de talent ou des soirées de cinéma et, essentiel, 5 nuits par semaine, il y a quelqu'un qui lave les jouets. Pourquoi laver les jouets? Parce que ce surplus de travail bénévole permet aussi à la coop d'avoir une crèche où tu peux laisser tes enfants alors que tu travailles ou que tu fais tes courses. Donc, en fait, donc on arrête là. Ça continue, mais si ça vous intéresse, c'est sur le web, mais c'est 12 minutes. Donc, là, ensuite, on parlait des gens qui participent, et tout ça, c'est très bien. Voilà. Donc, nous, on essaie depuis 2009 de faire la même chose à Paris. Et donc, ça marche jusqu'ici. On prévoit notre ouverture juin, peut-être 2016. Et on a un espace de 1450 mètres carrés dans le 18e métro Simplon, grosso modo. En fait, c'est juste à côté c'est un de ces terrains qui était récupéré de la SNCF. Donc, c'est juste à côté des rails de la gare du Nord. Quoi d'autre? Donc, on met en place grosso modo le même modèle. Et je peux dire peut-être qu'au début, quand on avait essayé de voir si c'était possible ce projet, il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Ah bon, ça c'est l'esprit anglo, ça marche très bien aux États-Unis, mais nous les Français, on est des râleurs, bla 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 bla, donc ça ne va pas marcher. » À voir, parce qu'on n'est pas encore ouvert, mais je peux dire que jusqu'ici, la mise en place de notre projet est assez étonnant. C'est un grand supermarché. On fait le travail architecte, on développe tout un système indépendant informatique pour le supermarché et c'est des bénévoles. Et donc, ils bossent aussi bien que les Américains. Voilà. Donc si ça, comme je dis, si ça marche bien, ça va ouvrir en 2016. Et voilà, donc peut-être on passe maintenant aux questions pré-rédigées. Oui, c'est sûr que quand on voit ça, quand on regarde ce film, on a énormément de questions, cette manière de réinventer finalement le travail. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, Tom. Mais la première question, ce serait peut-être pourquoi la Louve? Pourquoi le nom de la Louve, en fait? OK, donc il y a deux raisons, peut-être. D'abord, il y a une tradition des coopératives. Nous, littéralement, on est ce qu'on appelle un coopérative de consommateurs, qui est un modèle qui date du 19e siècle en France. Et juste après les communes, il y avait beaucoup de ça partout en Europe. Partout en Europe. Et donc, le modèle, c'est différent, par exemple, qu'un SCOP. Un SCOP, c'est une coopérative qui appartient aux salariés, alors qu'une coopérative de consommateurs, ça appartient aux gens qui utilisent la structure. Donc, on va faire ça. Et dans cette tradition du 19e siècle,
il y avait plein de ces coopératives qui prenaient les noms des animaux. Donc, souvent, comme des choses comme des abeilles révolutionnaires, des choses comme ça. Donc, d'abord, ça fait partie un peu de cette tradition. Deuxièmement, c'est agréable à dire, on trouvait ce mot en français, alors qu'en anglais, c'est assez moche. En dehors des Américains qui sont là, qui sait dire louve en anglais? She-wolf, c'est bizarre, donc c'est pas très agréable. C'est très bon, voilà. Donc, mais moi je trouve qu'en français ça marche bien. Mais aussi c'est un animal qui est un peu l'esprit du projet, c'est nourricière et protectrice, qui est très important. Tu sais, même ces coopératives du 19e siècle, c'est à partir de cette motivation, parce que là c'était des ouvriers, la nourriture qu'ils étaient dispo, c'était trafiqué, horrible. Et donc, pour se protéger, ils ont créé leur propre truc. C'est fermé, c'est à nous, on va faire bien. C'est le même esprit ici. En quoi le modèle collaboratif de la Louve va au-delà des biocoop, par exemple, qui peuvent exister en France? D'accord. Donc, c'est juste c'est le fait que ça soit participatif. Biocoop, c'est une coopérative des fournisseurs, en fait. C'est des producteurs qui font une coopérative. Les Biocoop sont très, très, très bien. Mais nous, ce qu'on fait, c'est un peu comme une crèche parentale ici. En fait, c'est exactement comme une crèche parentale. Donc, la différence, c'est on oblige les membres de notre coopérative de faire deux choses. De devenir actionnaire, littéralement, de notre coopérative. Et donc, pour rejoindre la Louve, il faut investir 100 euros ou si on est bénéficiaire des minima sociaux, 10 euros. Et après, on oblige les gens de travailler 3 heures tous les 4 semaines. Donc, c'est ça le parti participatif. Et l'idée dans le modèle de New York, qui était fondé dans les années 70, comme vous avez vu, c'est l'idée qu'en fait, il y a beaucoup de coopératives où on fait juste ce partage de capital. Ça existe déjà en France, le Coop Atlantique, Coop Picardie, par exemple, Coop Alsace, ça existe. Mais ils disaient, ces personnes idéalistes des années 70, pour nous, ça ne va pas assez loin dans l'esprit de coopération. Juste partager du capital, on a toujours cette idée que oui, c'est un partage de capital. Après, c'est tout un management salarié, une équipe salariée à la coopérative pour vraiment donner l'idée que c'est vraiment notre truc et on a envie de le défendre. Il faut que les gens, ce qu'il dit de manière assez élégante, un des fondateurs de ce modèle Apartop, il dit, ce qu'on fait, on demande aux gens la chose qui est la plus précieuse dans la vie, c'est le temps. Et si on est prêt à donner ça, on fait une connexion qui est très forte avec la structure. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, mais si on le fait, on est assez féroce à le soutenir et le défendre. On voit que vous mettez en valeur les produits locaux. Jusqu'à quel point va cette coopération, en fait? Parce que ce n'est pas toujours facile de produire assez, surtout pour le projet de supermarché. Il y a un enjeu de quantité. Quels sont vos process avec eux? Donc, on n'a pas quelque chose qui est très important dans le modèle. On n'a pas une gamme définie. Ce n'est pas les fondateurs des projets qui définissent la gamme des produits qui vont être disponibles. Parce qu'en fait, l'idée d'une coopérative, une façon de le dire que la nourriture, c'est très important, mais la coopération, c'est encore plus important. Et on s'installe dans un quartier populaire, très hétérogène, etc. Et donc, notre gamme va être déterminée suite à une conversation parmi les gens qui, grosso modo, on a un espace et on dit qu'est-ce qu'on va y mettre. Et on découvre tout de suite, on a des valeurs assez différentes. Pour certains, c'est donné que ça soit bio, mais il y a des problèmes avec les bio. Le plus principal, c'est le prix. Et si, par exemple, on dit, ah bon, ça va être un supermarché bio, c'est sûr que tout de suite, on dit, il y a juste certaines personnes qui sont bienvenues. À la fois parce que c'est plus cher et à la fois parce que la culture de bio, c'est réservé pour un profil assez typé, je peux dire aussi. Voilà, donc c'est une conversation. On a déjà un petit groupement d'achat, on a des produits d'Île-de-France, pas mal des fermiers qui travaillent, souvent pas en bio, mais en raisonné, etc. Et voilà, donc c'est une gamme complexe, mais beaucoup. Donc c'est l'idée qu'on a, comment dit-on, on a 5 principes qu'on essaie de faire en même temps. Bio, c'est très important pour nous. Équitable, c'est très important pour nous.
local, c'est très important pour nous, mais le prix de vente, c'est également important. Et donc, avoir quelque chose qui satisfait tous ces critères, c'est très difficile. Donc, on essaie de mettre des exemples. Par exemple, on va peut-être avoir une version bio et non bio côte à côte pour qu'on puisse choisir en fonction de sa situation. On parle beaucoup en ce moment des nouveaux supermarchés. On met en avant le fait que, par exemple, on enlève les emballages, on essaye de travailler avec des producteurs locaux, etc. Par rapport à ce mouvement finalement très moderne des nouveaux supermarchés, comment vous positionnez la Louve? Donc, encore une fois, on prévoit des choses. Ces discussions vont avoir lieu plutôt après l'ouverture parce qu'il faut attendre qu'on ait vraiment. C'est pas quelque chose qui est fait dans l'image un peu des militants qui fondent la Louve, mais il faut que cette conversation soit ouverte. Mais je peux dire on va avoir beaucoup de produits en vrac, mais aussi on a décidé, et c'était fait exprès, de garder le mot supermarché, parce que c'est quelque chose que les gens comprennent. Et on veut que, c'est ça qui me plaît beaucoup avec le modèle à Park Slope, c'est grand public en fait. C'est pas quelque chose qui est réservé pour des personnes déjà militants en bio, en coopération, des choses comme ça. Ça fonctionne réellement dans les vies des personnes, souvent pas avec beaucoup de temps libre, etc. Et donc si on a peur que, si on dit bienvenue, mais est-ce que vous avez amené vos 40 récipients? Ça va dire tout de suite aux beaucoup de personnes en fait, ce n'est pas un supermarché pour moi. Voilà. Donc, mais ceci dit, c'est un vrai enjeu et c'est à suivre après l'ouverture du supermarché. Vous n'êtes pas d'origine française. Une fois de plus, l'innovation vient de l'extérieur. Une alternative nouvelle. Est-ce que vous pensez qu'en France, finalement, on a un vrai problème à ce niveau-là? Ça, c'est plutôt à vous de dire, je trouve. Je sais que en fait, c'est pas ta question, mais c'est une autre personne qui a rédigé cette question, donc je t'attaque pas. Donc, mais ouais, c'est toi qui l'as rédigé. Entre autres, oui. Très bien. Ok, je t'attaque alors. Attaque-moi. Non, souvent ce discours est lié à oui, les Américains novateurs, etc. Il faut qu'on comme dit-on, affaiblit les conditions de travail en France. C'est ça que me plaît pas beaucoup souvent avec ce discours. Alors que moi, je trouve que vous êtes faibles, les Français, quand vous nous suivez, en fait. Plus que vous essayez d'être des Américains, etc., oui, ça c'est débile, mais vous avez des façons de faire des choses très, très, très bien en France. Là, une chose, par exemple, là, justement sur cette idée de « Ah oui, ça c'est l'esprit anglo, etc., c'est pas possible pour les Français », c'est faux. Et je donne un exemple. Je peux voir parfois, ça existe ce truc, c'est pas faux qu'on peut avoir dans certaines associations, même n'importe où, cet impulse de râler, qui peut-être c'est plus fort en France, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais aussi, je trouve que peut-être vous n'avez pas des structures qui vous permettent d'agir d'une façon différente. Et une chose on a fait à la Louve, on a fait une grande présentation sur l'expérience LEAP dans les années 70. Vous savez de quoi il s'agit? Donc, c'était quelque chose qui était très puissant. C'était une fabrique des montres dans la Franche-Comté. Et ils allaient fermer l'usine et les ouvriers, ils ont repris l'usine pour dire on va la faire nous-mêmes et ils ont réussi. Donc c'est une histoire compliquée, mais grosso modo l'histoire, ils ont réussi et ça faisait peur au pouvoir. Ils ont cassé le projet. Et on a rencontré les acteurs de ce projet et cet esprit français, c'est exactement le même esprit de ce projet-là. Donc, vous avez ça partout. À mon sens, il faut juste, je ne sais pas, il faut juste... moi, j'adore pas ce genre. Moi, je trouve que c'est des choses de très bien. Vous êtes, comme dit-on, vous avez, les Américains, moi je suis américain, il y a plein de choses que j'adore aux États-Unis, mais une chose, vous êtes
je crois, on va voir avec les événements maintenant, mais je crois que vous êtes moins naïfs que les Américains, peut-être. Là, on est très positif, très optimiste, etc. Mais parfois, c'est à cause d'une certaine naïveté. Alors que l'enjeu, c'est comment être positif et comment être créatif, mais sans être naïf. Et donc on peut travailler sur les deux pôles. Vous êtes un peu plus cynique sur le monde, je crois, en France, mais c'est peut-être c'est une bonne chose, parce que si on arrive à faire des bonnes choses avec cet cynicisme enracinant, si c'est un mot, c'est très bien parce que c'est plus fort. En fait, c'est quelque chose qu'on éprouve aux États-Unis. Est-ce qu'on peut continuer à être créatif et dynamique, etc., sans espoir, en fait? Et c'est à voir. Merci. Autre question. On voit bien dans la vidéo que, et on commence par ça d'ailleurs, les gens qui travaillent à la COP n'ont absolument rien à voir avec le métier qu'ils font à la COP. Oui. Il y a des infirmiers qui font caissier, etc. Et est-ce que vous les formez? Est-ce que vous leur donnez des clés pour que finalement tout ce petit monde travaille correctement et la bonne personne à la bonne place? On rédige des choses, des petites feuilles, mais en fait, la plupart des tâches dans un supermarché ne sont pas très difficiles. Là où il faut avoir des formations très petites, c'est sur la garde d'enfants, en fait, là-bas et ici, parce que c'est plus important, et peut-être la découpe de fromage, parce qu'il faut le faire dans une bonne manière. Donc ça, on va avoir des vidéos, des fiches explicatives, etc. Mais justement, ça, quand on est une personne qui, par exemple, qui est très, très organisée, qui dit « Ah, oui, je suis une personne qui, je veux bien tout organiser, etc., qui est un peu l'impulse français, je veux dire. Mais quelque chose de beaucoup planifier des choses en amont, avant d'agir. Ce projet peut faire peur aux gens parce qu'on dit qu'est-ce qu'on va faire pour gérer. On a déjà 1800 membres à la Louve. Qu'est-ce qu'on va faire pour gérer ce travail? C'est incroyable. Oui, il faut que tu sois là tous les 4 semaines. Il faut que tu sais bien faire le stock, etc. Alors que ce qu'on découvre, on est tout intelligent. Et donc, si on se met et on fait confiance aux gens, peut-être on va faire des erreurs, mais ce n'est pas grave. Et en fait, on découvre qu'on n'est pas juste des petites choses à déplacer, des petits objets, mais on est des êtres très intelligents qui peuvent résoudre des situations. Et même découvrir des meilleures façons de faire quelque chose que les personnes qui mettent en place tout le système de gestion des membres, etc. Donc, ça, c'est une chose qu'on adore avec ce projet à Park Slope. Il n'y a aucune personne qui a inventé ce système. C'était des milliers de personnes qui l'ont. Ce n'est pas un génie qui disait « Là, je vois que ça va marcher ». C'était plein de personnes qui disaient « On essaie ça ». Ils avaient beaucoup d'échecs. Et ils se disent « OK, bon, ça n'a pas marché, on essaie ça ». Et on a beaucoup de personnes pour dire peut-être si. Donc, c'est très empirique. C'est mot empirical, voilà. Voilà, donc c'est expérience. On essaie, on teste, sans complexe de dire oh, c'est un échec. Oh, la vache, incroyable. Donc, non, c'est un échec, c'est bien. Ça nous a montré que ça ne marche pas. On essaie d'autres choses. Dernière question avant qu'on passe le micro dans le public. En 2016, vous ouvrez donc un supermarché. Est-ce que vous avez d'autres projets, comme ce qui peut se faire par exemple à Brooklyn, dans le cadre de cette coopérative et du Park Slope? C'est-à-dire des projets autour. Oui. Oui, bah, ça se fait naturellement, je crois. Le principal, c'est vraiment assurer, parce que ce n'est pas donné. Là, quand on accepte des invitations ici, c'est un peu gonflé parce qu'on n'existe pas encore. Donc, à voir si ça marche, à voir vraiment. Mais si on se concentre maintenant pour assurer que le moteur, c'est-à-dire le supermarché, fonctionne, que ça soit rentable, même si on a un but lucratif, que ça ne perd pas de l'argent. Parce que justement, l'idée, c'est montrer que, indépendamment, sans subvention pour le fonctionnement, c'est notre modèle qui marche financièrement. Et donc, si on arrive à rendre solide ce modèle, il y a des milliers de bonnes choses qu'on peut faire autour. Parce que l'autre chose qui, bien sûr, est très importante, ça crée une ambiance
très bien et très naturel pour les gens. C'est notre slogan qu'on dit souvent dans ces discours, que en fait, ce qu'on propose, c'est quelque chose de très normal. Et historiquement, on est dans une situation aberrante que là où on achète notre nourriture n'est pas un lieu social. C'est aberrant historiquement, parce que le marché, c'est toujours le lieu social. Alors que maintenant, personne ne veut passer un samedi à Franprix. Mais c'est vrai. Alors que ce qu'on découvre avec notre projet, et c'est un problème même, on a envie de traîner. On est là, on a envie d'y rester parce que c'est le mien. On n'est pas un inconnu, on n'est pas. Ça appartient à moi. C'est ça. J'adore pas ces trucs très sentimentaux, mais c'est vrai que c'est un truc où on peut dire non, c'est pas eux qui font le monde, c'est moi qui fais le monde. Donc c'est notre truc, on va le faire nous-mêmes et on a envie de rester. Donc autour de ça, éducation populaire. On fait déjà des cours de cuisine, des cours de dégustation, des choses comme ça. On peut imaginer des milliers de choses. Oui.